Pour ce grand réveil, donc Alexandre reste avec nous pour mener cet entretien et nous recevons Alexandre, un autre Alexandre Allégret-Pilot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député UDR de la 5e circonscription du Gard. Alors si on vous a invité, c'est peut-être en premier lieu pour parler de cette fameuse plainte que vous déposez contre Rima Hassan. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement de quoi il s'agit ? Absolument. J'ai réalisé un signalement auprès du procureur de la République à la suite de la communication par Rima Hassan ou la diffusion de tags invitant à, je cite, dissoudre Némésis à l'acide. Mm. Donc voilà, et partagé également par plusieurs comptes pro-palestiniens et féministes associés à la Sorbonne, etc. Et donc c'est une énième provocation de la part de cette élue française et européenne. Provocation, menace, et je pense qu'il faut agir. Donc j'ai saisi le procureur de la République pour une action, parce que là, je pense que Rima Hassan, c'est assez. Alors, vous dites que c'est l'énième provocation de la part de Rima Hassan. Effectivement, on la connaît pour ses coups d'éclat, notamment depuis le déclenchement du conflit israélo-palestinien. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'effet avant ? Pourquoi est-ce que personne n'a réagi avant ? Ou peut-être y a-t-il eu des réactions, mais dans ces cas-là, elles n'ont pas été suivies d'effet. Dans ces cas-là, on constate une certaine impunité. Alors, il y a une impunité, c'est sûr. Je pense aussi qu'il y a une certaine complaisance vis-à-vis de Rima Hassan, vis-à-vis de ses émules. Je pense qu'en tant qu'élu, ma responsabilité, c'est justement de ne pas laisser passer ça, à minima de faire ma part. Ma part, ça consiste à informer officiellement le procureur de la République. On verra si les suites qu'on attend sont données. Si elles ne le sont pas, il faudra qu'on en tire les conséquences. Est-ce qu'il faut qu'on fasse évoluer la loi ? Je ne sais pas, certainement. Je constate qu'aujourd'hui, on a un article 27.3 du Code civil qui permet la déchéance de nationalité d'un individu qui se comporte comme un national d'un pays étranger. Voilà. Je pense que Rima Hassan se comporte comme un agent de l'étranger. Je ne la vois pas défendre les intérêts des Français, alors que, rappelons-le, elle est française. Oui, donc si jamais, en fait, ce que vous voudriez, c'est qu'elle soit déchue de sa nationalité française. Je pense que la question se pose. Moi, je constate que son mandat, qui est un mandat français et européen, elle ne le remplit pas au sens des intérêts français et européens. Je ne l'entends jamais prendre position en ce sens. Je ne l'entends jamais défendre les Français. Mm. Je vois qu'on a quelqu'un qui se comporte littéralement comme un agent de l'étranger. Je vois qu'on a quelqu'un qui s'aborde ce qui fait notre lien national, qui invite ou qui partage des invitations, des menaces, des invitations à commettre des actes de torture, de barbarie, voire des appels au meurtre, puisque c'est ça, dissoudre Némésis dans l'acide, on pourra le tourner dans tous les sens, mais c'est quand même ça. Je ne vois pas ce qu'elle apporte actuellement, et même historiquement à la France, dans son comportement. Alors, pardon, oui, c'est bon. Une question que justement sur Rima Hassan, ce qu'on voit, c'est que quand même, elle a une stratégie depuis 1 an et demi qui commence à être plus ou moins bien rodée. Enfin, 1 an et demi, je crois que c'est à peu près à ce moment-là qu'on commence à vraiment l'entendre parler à la France Insoumise. Pour vous, en fait, tout simplement, vous dites que c'est une agent de l'étranger, mais c'est quoi son but ? Pourquoi elle est tout le temps dans la provocation ? Est-ce que pour vous, il y a elle a une stratégie politique derrière ? Est-ce que c'est simplement une adepte du coup d'éclat et de la communication ? Comment vous analysez aussi ce qu'elle fait de son côté ? Moi, je la connais pas personnellement, mais mon interprétation de la chose, c'est qu'on a quelqu'un qui littéralement incarne la notion de français de papier. Voilà, tout simplement. Elle se définit comme palestinienne. Elle ne se définit pas comme syrienne, alors que, rappelons-le, elle est née en Syrie, elle a grandi en Syrie. Si ça avait été le cas dans plein d'autres pays, elle aurait la nationalité du pays. La Syrie, de façon très habile, ne donne pas la nationalité aux réfugiés. Ça permet d'alimenter quand même cette augmentation constante des réfugiés. C'est quand même une des rares populations de réfugiés qui ne fait que croître. Et qui se transmet par la naissance, bien qu'on ne soit pas né en Palestine. Donc elle se définit comme palestinienne, elle se définit jamais comme française. Elle explique très bien d'ailleurs quand la polémique autour de sa déchéance potentielle de nationalité est sortie il y a quelques jours, elle a dit, écoutez, moi, entre un passeport, un papier et mon combat, je choisis mon combat. C'est très noble, mais je pense qu'il faut assumer. Et alors concrètement, évidemment, Rima Hassan, donc élue de la France insoumise, est-ce que pour vous, est-ce qu'elle a sa place, enfin quelle place pour vous elle tient dans le parti ? Est-ce que finalement c'est une stratégie aussi ? Est-ce que elle s'inscrit dans un parti de la France insoumise qui serait aussi, selon vous, un parti qui sert les intérêts étrangers ? Ou comment vous analysez ça Est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce qu'elle est l'illustration d'une stratégie plus générale ? Je pense que c'est pas un cas isolé, c'est le paroxysme. Voilà.
mais il y a toute une continuité d'éléments qui s'en rapprochent énormément. Elle, c'est vraiment, elle est à l'avant-garde là-dessus. Elle assume clairement. Son agenda, il est très clair. Il n'a rien à voir avec la France, n'a rien à voir avec les Français. C'est assumé, c'est flagrant, c'est public, c'est dévoilé. Pour certains, c'est un peu plus voilé. Elle, c'est clair. Donc, elle ne défend pas les intérêts des Français. Elle se comporte comme quelqu'un qui utilise la nationalité française comme un cheval de Troie pour faire valoir ses arguments au profit d'un peuple qui n'est pas le peuple français. Quand on est français et qu'on constate justement ces propos de Rima Hassan, on est à peu près sain d'esprit, à minima choqué, parce qu'effectivement, relayer des appels à dissoudre Al-Assad, c'est quand même quelque chose d'assez violent. Dans ces cas-là, une fois qu'elle est en place, une fois qu'elle est élue, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que Français, vous, en tant que député, voilà, vous pouvez déposer, c'est un signalement au procureur sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale. Comment peuvent faire les Français si demain, là, il y a un collectif qui se montait pour pouvoir agir enfin contre Rima Hassan? Est-ce qu'on aurait le pouvoir d'agir encore sur la façon dont nos élus travaillent? Alors, je pense que s'il y avait d'un point de vue associatif, on a la capacité d'avoir des associations qui peuvent ester en justice. Donc là, on peut envisager des procédures judiciaires. Pour autant, on voit bien que, en tout cas, pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits. Donc, je ne sais pas si à travers une association, ça porterait davantage ses fruits. Je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire, de communication. Il faut dire ce qu'on voit. Je vais vous donner un exemple tout simple. Juste avant d'être élu, au moment de mon élection, je m'étais exprimé sur Rima Hassan déjà à l'époque. Je dis c'est très simple, Rima Hassan, c'est aller simple. Voilà, je lui paye un avion, c'est aller simple. Moi, je veux bien mettre de l'argent de côté pour lui permettre d'aller sur le terrain, s'occuper de ses priorités et assumer clairement. C'est intéressant, c'est qu'on a eu une presse locale et un parti national qui s'est déchaîné en disant Alexandre Agripilo, c'est un raciste. Ça n'a rien à voir avec la race, ça a à voir avec le combat politique, ça a à voir avec les prises de position. Et là, aujourd'hui, il a fallu 8 mois après, on a un début de prise de conscience en réalité. Vous êtes en première ligne, vous le voyez, mais dans la population globale, ça ne se voit pas. Donc il faut informer, et ça c'est ce que vous faites très bien. Il faut faire preuve de pédagogie, expliquer pourquoi sa stratégie, son comportement, et pas qu'elle. Donc là on a un point de polarisation sur Rima Hassan, mais c'est des centaines de personnes. Pourquoi ce comportement n'est pas acceptable en France, n'est pas acceptable dans notre République. Oui, j'allais le dire, c'est plus généralement l'extrême gauche en fait qui devrait s'inquiéter de contrôler un peu ce qui est dit ou ce qui est fait par ses élus. Je pense par exemple à Raphaël Arnaud, lui qui est donc un dirigeant de la Jeune Garde, qui est un groupuscule antifasciste donc d'extrême gauche, qui lui donc est désigné par Alice Cordier comme étant celui qui l'a menacé de décapitation dans le même registre. Oui, je crois qu'il y a une histoire de balle dans la tête aussi, mais je vous avoue que j'ai pas suivi ça en détail. Mais, en fait, tous ces éléments-là sont des révélateurs de ce qu'est l'extrême gauche. Qui a beau essayer de se cacher dans les discours victimaires, on voit bien qu'il y a une approche révolutionnaire dans le mauvais sens du terme, dans le sens de la violence, et qui est assumée. Les références à Robespierre à l'extrême gauche sont légion. Et dans le même style, il y a aussi le dossier algérien qui est quand même pas mal discuté depuis maintenant plusieurs mois quand même. C'est-à-dire qu'on arrive à un vrai une sorte de crise diplomatique qui n'en finit pas depuis environ 6 mois maintenant entre la France et l'Algérie. Concrètement, Bruno Retailleau monte au créneau toutes les semaines. Emmanuel Macron lui dit que c'est pas possible le lendemain à chaque fois. D'un autre côté, ce qui est assez surprenant toujours, c'est la position de la France insoumise qui, de manière parfois incompréhensible finalement, va soutenir directement le régime algérien en expliquant par exemple que la France en fait est responsable de la montée des tensions, que la France est responsable de tout ça. Ça s'inscrit dans quoi pour vous à nouveau sur le dossier algérien, la position de LFI à ce sujet? La position de LFI, c'est la position de la haine de soi, typique. Je veux dire, sur tous les sujets, LFI se positionne en haine de soi, haine de la France. Voilà. Dès qu'elle peut s'aborder la France, elle le fait. Et pourquoi ? Parce que ça lui permet de se valoriser d'un point de vue de la vertu, en quelque sorte. C'est-à-dire, j'appartiens à un groupe. Vous avez deux façons de vous valoriser dans la société. C'est soit vous faites des choses et vous montrez que vous êtes meilleur que les autres, soit vous rabaissez le groupe auquel vous appartenez. Vous envoyez, moi je suis pas comme eux. Et par contraste, vous apparaissez d'autant meilleur. C'est typiquement la stratégie de la France insoumise. Je ne suis pas comme ces Français qui sont coupables. Parce que moi, je reconnais une culpabilité et je bats ma culpe, etc. Donc c'est la stratégie classique de la France insoumise, qui est une stratégie d'un parti de la haine de soi. Maintenant, sur la relation avec l'Algérie de façon plus globale, on voit bien la stratégie d'Emmanuel Macron, qui est due en même temps. Et en même temps, c'est-à-dire quand on a un ministre des Affaires étrangères
qui est, disons, complaisant, et puis un ministre de l'Intérieur qui veut faire les choses, ou qui affirme vouloir faire les choses, il ne se passe rien. C'est ce en même temps qui est l'immobilisme. C'est une stratégie relativement simple pour bloquer la machine. Parce que ce qui compte, c'est la chaîne de commandement dans un gouvernement. On voit bien que la chaîne de commandement vis-à-vis de l'Algérie, c'est le ministre des Affaires étrangères et pas le ministre de l'Intérieur, et le président de la République. Ce sont eux qui comptent. Bruno Retailleau pourra gesticuler autant qu'il veut dans l'Assemblée nationale, et je le respecte, Bruno Retailleau, mais pourra gesticuler autant qu'il veut, ça ne changera rien. Là, on a un problème de relations étrangères. Par ailleurs, l'Algérie et la France insoumise, on parle d'agents de l'étranger, l'utilisent largement. Utilise largement cette confrontation. L'Algérie utilise pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays, l'Algérie est un pays qui a une fragilité interne qui est majeure, c'est une société extrêmement fragile. La vie est difficile, les conditions sont difficiles, la société a beaucoup de questions identitaires, questions sécuritaires aussi. Et donc, pour éviter d'imploser, la stratégie algérienne pour exister, c'est la même stratégie qu'utilise Emmanuel Macron actuellement avec les menaces extérieures, c'est de se trouver des ennemis. Donc c'est le Maroc, c'est Israël, c'est la France. C'est très simple. Grâce à ça, on peut avoir un semblant d'union au sein de la population algérienne parce qu'on a un ennemi commun. Donc plus la France lui donne ça, plus l'Algérie en profite, s'il lui permet de cacher ses problèmes internes. Emmanuel Macron, vous le verrez aujourd'hui, utilise un petit peu la même stratégie pour avoir une sorte d'union nationale en désignant un ennemi. Et toujours sur le dossier algérien, est-ce que vous ne pensez pas que la France insoumise fait aussi preuve d'un certain électoralisme par rapport à l'Algérie ? Est-ce que vous pensez que la communauté franco-algérienne d'origine algérienne, quelque part, est sensible à un discours pro-algérien et que les filles espèrent justement les récupérer après eux ? Je pense notamment à une personne qui est Sébastien Delogu à Marseille, qui est élu dans des quartiers où il y a une très forte population d'origine algérienne. Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur leurs décisions ? Alors quand on regarde les données du gouvernement algérien sur la population marseillaise, on a à peu près un tiers de la population qui serait algérienne ou d'origine algérienne. La notion d'origine algérienne, c'est toujours flou. Donc effectivement, il est possible qu'on ait un vote communautaire très fort. Je pense que c'est pas que possible, je pense que c'est certain. Et donc, de façon très très pragmatique, je pense que LFI se met dans ce créneau. Au sein de la population française, l'ancien ambassadeur de France en Algérie qu'on a reçu à l'UDR il y a 2 semaines nous l'expliquait très clairement. Si on prend les Algériens de nationalité algérienne, les binationaux algériens-français et les personnes qui sont d'origine algérienne et qui se reconnaissent comme étant algériens, c'est encore différent, qui s'identifient en tant qu'Algériens indépendamment de leur nationalité qui soit française, on a à peu près 10% de la population française. Donc, c'est Xavier Drancourt qui vous disait cela. 10% de la population française en tout serait d'origine algérienne. S'identifierait en tant que tel, si vous voulez, parce qu'après, la généalogie, c'est compliqué. Ce qui compte, c'est une question d'identification. Et donc ça, naturellement, ça pèse dans un vote. Et ça explique aussi pourquoi je pense qu'Emmanuel Macron est aussi prudent. On va se pencher sur votre circonscription, Alexandra Allégret-Pio. Vous venez donc du Gard. Il y a 5 circonscriptions, que des élus à droite, de l'UDR au Rassemblement national. Donc 6, même. Mais alors bravo. Et donc, justement, là, vous nous parliez de l'extrême gauche. Vous avez été aux dernières législatives largement opposé donc, à ce nouveau Front populaire. Ça allait des écologistes au Parti communiste, même. Oui, il existe encore. Voilà. Est-ce que vous, localement, vous avez affaire régulièrement à cette extrême gauche ? Oui, on n'en parle pas assez, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des zones territoriales dans lesquelles l'extrême gauche est très forte. Et c'est notamment les zones de campagne dans le sud de la France. Pour plusieurs raisons, mais moi, mon interprétation, c'est que ce sont des zones qui sont historiquement des refuges. Ça a été dans le cadre de la résistance, donc on a cet imaginaire qui revient souvent et qui est repris par l'extrême gauche à tort, et qui sont encore des refuges actuellement de personnes qui se mettent un peu à la marge de la société. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont des zones sur lesquelles il fait bon vivre. C'est-à-dire que c'est préservé. Il fait beau, c'est préservé. Il y a un certain entre-soi. Il y a un énorme entre-soi en réalité. On explique qu'ici on vit comme ça et pas autrement. C'est assez drôle parce que c'est un langage très très de droite. On a toujours fait comme ça ici. C'est pas vous qui allez nous expliquer comment on fait. Voilà comment moi je suis reçu. Ce qui est cocasse. Et le coût de la vie est faible. La vie est belle. Quand on vit
avec l'argent du contribuable à travers différentes allocations. Ces allocations qui souvent sont universelles, c'est-à-dire, en tout cas, qui ne sont pas indexées au coût de la vie locale. Vous avez intérêt à venir dans les Cévennes, vous avez intérêt à venir dans la Creuse. Et donc, ça crée vite des filières qui s'alimentent ainsi. Si en plus, vous arrivez à noyauter quelques mairies, vous avez des subventions à vos associations, vous faites du travail au noir, et la boucle est bouclée, vous vivez comme un pacha, en faisant pas grand-chose, au crochet de la société. Donc, on a ces filières-là qui se créent. Des gens qui se disent du coin, mais qui ne sont pas du tout du coin en réalité, pas plus que moi je ne le suis à l'origine. Et donc j'y suis confronté régulièrement. Mon collègue dans la Creuse, Bartholomé Nord, y est confronté également. Donc j'y suis confronté dans les Cévennes, donc c'est le nord de ma circonscription, à une extrême gauche et une ultra gauche, donc violente cette fois-ci, non négligeable, ce qui pose des problèmes même relativement aux élus dans ma capacité à travailler. C'est quoi cette ultra-gauche? Vous pouvez développer qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Des gens qui sont suivis par les services de renseignement au titre des actions violentes, potentiellement. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai voulu participer à une foire qui est le principal événement de ma circonscription. J'ai été accueilli par des personnes qui disaient qu'elles allaient envoyer ma mère à l'hôpital et moi avec. Et je sais reconnaître quelqu'un qui me veut du mal physiquement. Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive. Et je l'ai vu. Et donc, j'avais 15 gendarmes autour. C'est un exemple. Je reçois des lettres de menaces systématiquement. Je ne suis pas le seul, je le sais. Il y a des groupes Facebook qui sont dédiés à me suivre. Il y a des groupes Telegram avec des élus des maires de la circonscription, dont l'objet, c'est le suivi, pistage d'Alexandre Allègre-Pilot. Et ce qui est fascinant, c'est que quand même vous êtes dans un département, encore une fois, où on le disait, mais l'Alliance nationale, comme on l'appelle, a fait un grand chelem, donc 6 circonscriptions sur 6. À côté de ça, c'est quand même le sud-est de la France. On n'est pas non plus à Saint-Denis ou dans les quartiers nord de Marseille. Enfin, c'est assez fascinant de voir qu'il y a quand même ici cette pression qui poursuit dans un coin qu'on penserait préservé de ces gens-là d'une certaine façon. On se dirait que quelque part, là, c'est plutôt une circonscription rurale, c'est un coin qui est pas non plus trop, enfin qui est plutôt relativement aisé quand même d'une certaine façon. Concrètement, on pourrait se dire que vous n'allez pas être pourchassé jusqu'ici. Alors oui, non. En quelques secondes, malheureusement. Alors c'est pas si aisé que ça. Ma circonscription, le taux de pauvreté, c'est entre 23 et 24%. En France, c'est à peu près 15%. Donc c'est par la pauvreté que le communisme gagne du terrain et que les extrémistes gagnent du terrain, que les filles arrivent au pouvoir. On se bat contre ça et on va y arriver, mais c'est là-dessus qu'ils prospèrent. Merci beaucoup Alexandre Allègre-Pilot d'avoir été avec nous dans ces studios parisiens. Je vous souhaite bon retour dans le Gard prochainement. On imagine, je rappelle que vous êtes donc député UDR de la 5e circonscription du Gard. Merci aussi Alexandre de Galzin d'avoir mené cet entretien avec moi.